Alors, dans la vidéo du jour, je voulais un peu te parler de la superbe FAQ qu'a fait Paul Wade par rapport au livre L'entraînement des détenus. Il a fait une grosse FAQ, une grosse foire aux questions d'environ, je crois, 40 pages, où il te répond à plein de questions que, à mon avis, ses clients lui ont posées, et qui apporte pas mal de précisions sur le livre, sur sa façon de voir les choses, et qui complémente, je trouve, bien le livre, en fait. Il y a pas mal de questions, je pense que quand tu lis le livre, tu t'es posé sans doute. Moi, c'est ce que j'ai eu quand j'ai relu la FAQ. Et que ouais, t'apporte comme précision et réponse. Donc, du coup, la FAQ, elle est gratos. Hein. Je te mettrai le lien d'ailleurs de la FAQ si tu veux aller la voir. Mais elle est complètement en anglais. Donc, je pensais que ça pouvait servir à ceux qui étaient des brels en anglais et qui savaient qu'elle n'allait surtout pas aller la voir. Qui n'allaient pas du tout la lire parce qu'ils ne comprendraient rien du tout. Donc là, je vais en fait reprendre les questions que Wade a fait, que Wade a repris, et en fait tout simplement te traduire sa réponse. Et en même temps, je vais peut-être apporter mon point de vue, un peu mon analyse dessus. Donc elle va être en plusieurs parties la vidéo, hein, parce qu'elle va être super longue, ça va te faire je sais pas combien de questions, ça va être un peu chiant. Donc vu qu'il faut que je retranscrise tout aussi en anglais, de l'anglais au français, ça me met un peu de temps à tout réécrire, donc mieux vaut le faire en plusieurs parties, ça sera plus digeste aussi. Donc la première question à laquelle on s'attaque, alors je te le lis en fait, je te l'ai traduit pratiquement mot à mot, sa réponse et la question, et je vais juste te lire en fait sa réponse. Donc première question, c'est: est-il toujours nécessaire de commencer aux premières étapes des progressions? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se demandent et qui me posent même à moi, c'est est-ce qu'il faut absolument commencer aux premières étapes? Quand tu vois par exemple les premières étapes pour les tractions ou les pompes, tous les mouvements, tu vois que c'est des étapes extrêmement faciles et souvent tu te dis que quand même tu as un level un peu plus élevé et que tu devrais, que tu as la force pour passer à des étapes un peu plus difficiles. Et souvent tu te dis pourquoi je passerai mon temps à faire ces étapes là. Alors, la réponse de Wade. Alors selon lui, il faut toujours commencer à l'étape 1 des exercices. Si les conditions sine qua non, c'est si. Alors, tu n'es pas en forme. Donc la traduction pas en forme, si tu veux, c'est le mec qui fait pas de muscu, qui s'entretient pas. Je n'ai pas trouvé mieux comme traduction, tu m'excuseras, c'est out in shape en anglais. Donc moi je l'ai traduit par pas en forme, quoi, le mec qui se néglige, quoi, qui fait pas du tout de sport. Ensuite, deuxième condition, c'est si tu es un débutant, normal. Si tu reviens d'une blessure, si tu es blessé. Et quatrième condition, si tu manques de confiance. Moi je rajouterais même, il y a une cinquième condition que moi je rajouterais, c'est si pendant un bout de temps tu n'as pas fait de sport. Je pense que c'est une condition aussi pour reprendre les premières étapes. Donc, la réponse un peu plus détaillée. Pour les athlètes plus avancés et intermédiaires, il est dur de savoir où commencer. Car tous les athlètes sont différents, mais aussi parce que beaucoup d'athlètes, excuse-moi, je galère avec le mot, surtout les jeunes hommes, ont tendance à se surestimer. Souvent, ils ont tendance à penser qu'ils sont plus balèzes que ce qu'ils ne sont. Hein. Souvent, je pense à cette image du gars qui se dit « Ouais, bien sûr, je sais faire des pompes, je sais faire des tractions. » Quand tu leur demandes de le faire, tu vois des techniques complètement bâclées. Beaucoup de fois, j'ai vu des athlètes sauter les étapes précédentes, convaincus qu'ils ont une perte d'énergie. Oui, voilà, excuse-moi, je me relis en même temps, vu que j'ai une écriture de cochon, donc... Alors, beaucoup de fois, j'ai vu des athlètes sauter les étapes précédentes, convaincus qu'ils étaient une perte de temps et d'énergie. Mais ces étapes-là sont là pour une raison. Ils conditionnent progressivement les articulations et les tissus mous, ça il en parle beaucoup dans le livre, renforcent la coordination et la compétence. Ces mêmes athlètes impatients abandonnent souvent avec des douleurs et des blessures où ils trouvent qu'ils sont au pied du mur, qu'ils stagnent en fait, qu'ils n'arrivent plus à progresser. C'est parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de construire progressivement l'élan, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu le temps de construire progressivement. Ils n'ont jamais mis en banque la force des étapes précédentes, des premières étapes, pour les aider à poursuivre leur chemin à travers les étapes les plus avancées. En gros, ils sont allés beaucoup trop vite en cadence, et au lieu de laisser leur corps s'adapter, ils ont voulu avancer plus vite, et en fait, à un moment donné, ils sont retrouvés au pied du mur, tout simplement. Les athlètes plus avancés ou intermédiaires voudront probablement penser à commencer
les étapes les plus élevées. Mais c'est une décision qu'il devrait prendre très attentivement. Je connais beaucoup de détenus puissants qui se sont moqués à l'idée de commencer les premières étapes. Mais une fois qu'ils ont travaillé à travers les exos faciles, ils se sentent comme des nouveaux hommes. Les anciennes blessures commencent à guérir, les articulations et les tissus deviennent plus flexibles, le système nerveux redémarre. La motivation monte en flèche. Cela ne vaut-il pas quelques mois de votre carrière pour obtenir ce genre de récompense? Surtout si tu pars du principe que tu t'entraînes toute ta vie, tu peux bien investir 2 mois de ta vie à travailler les bases, à renforcer tranquillement ton corps, à faire une phase de réadaptation. Pour répondre à la question, non, les athlètes les plus avancés ou intermédiaires ne doivent pas nécessairement commencer par la première étape, mais travailler les premières étapes n'est jamais une perte de temps. Donc c'est intéressant dans le sens où en fait où tu es libre en fait. Si tu sens vraiment que t'es pas novice dans l'entraînement au poids de corps, que tu t'y connais déjà et que tu considères que tu appliques parfaitement la façon de faire de WED, tu peux tout à fait commencer aux étapes d'après. Mais quand même, il te fait quand même réfléchir et te fait méditer sur le fait que c'est pas parce que tu travailles les étapes plus faciles que tu perds ton temps, que tu perds ton énergie, bien au contraire. Travailler les bases ne fait jamais perdre son temps. C'est une très belle phrase d'ailleurs, je trouve. Ensuite, on passe à la deuxième question. Alors, un mec lui demande, un mec ou une meuf. Je remarque que vous quoi, purée. Oh, franchement, je pense que je vais écrire mieux la prochaine fois. Voilà. Je remarque que vous ressentez le besoin d'exposer universellement 10 étapes pour chaque mouvement, peu importe ce que c'est. Je trouve que cela rend votre système artificiel. Pourquoi il y a 10 étapes pour chacun des 6 exomètres? C'est vrai que quand tu vois la méthode WED, il a fait en sorte qu'il y ait 10 étapes pile poil, tu vois, tu te dis putain le mec il a bien calculé quoi. 10 étapes, ça tombait pile poil 10 étapes pour toutes les étapes, pour tous les exercices mètres. Du moins dans le volume 1. Le volume 2 c'est pas vraiment ça, ni le volume 3, mais dans le volume 1 c'est vraiment ça, 10 étapes nettes. Donc le gars il se dit c'est quand même artificiel, c'est un peu trop genre mécanique, tu vois. Donc WED lui répond comme ceci. Cet argument est basé sur un simple malentendu. J'ai mis les progressions pour chaque exo en 10 divisions simples, les 10 étapes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 10 exos, 10 mouvements dans les 6 exomètres. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Exemple avec les pompes. Quand vous avez atteint les pompes classiques, étape 5, je conseille aux athlètes de force d'aller faire les pompes diamant, étape 6. C'est quand tu as les mains collées. C'est une progression. Ouais? Faux. Comme je le dis dans le livre, vous avez besoin, si vous avez besoin, vous pouvez vous pouvez casser cette étape, casser l'étape en gros des pompes diamants. Au lieu de directement coller vos mains, vous pourriez juste les rapprocher de quelques centimètres. Certains prisonniers que je connais ont marqué leurs mains sur le sol en travaillant les étapes. En gros, c'est comme s'ils avaient mis une craie, ils avaient entouré leurs mains. Et pour progresser, ils avaient tout simplement rapproché de quelques centimètres leurs mains, de plus en plus, et ils avaient remarqué. C'est vraiment un marquage pour savoir où ils en sont. Si vos mains sont écartées de 30 centimètres, il y a 30 progressions, et non une. Bah ouais, parce que si par exemple, tu t'amuses, on va dire au niveau des progressions, tu veux y aller vraiment lentement, et tu t'amuses à progresser seulement de 1 cm par 1 cm, en tout c'est clair que ça te fait 30 progressions. Tu t'avances vraiment lentement, mais tu laisses vraiment ton corps s'adapter, c'est intéressant. En fait, il n'y a pas qu'une seule technique qui peut être simplifiée ou rendue plus difficile, en appliquant des modifications mineures. La plupart des gens se concentrent uniquement sur le nombre de répétitions, en faire toujours plus quoi. Et la vitesse de déplacement, ça j'en vois peu d'ailleurs. Soit en la rendant plus lente, soit en la rendant plus facile, enfin plus rapide, ça dépend en fait des objectifs. C'est une bonne chose, mais qu'en est-il de la position de la main, du pied, l'angle du corps, l'effet de levier des membres? Tout ça peut faire une énorme différence. Ça rejoint un peu la vision de Red Delta Project de Matt Schifferl, qui lui justement travaille plus sur ça, sur des petits détails, des petits ajustements techniques. On peut parler aussi des tensions, mettre plus de tension à certains endroits. Quand tu te rends compte que t'as pas la tension aux abdos, tu la rajoutes pendant le mouvement. Moi je rajouterais aussi des manières de la respiration, travailler sur ça aussi. Respirer d'une certaine manière, de sorte que ça optimise la force.
d'un certain côté, l'idée des 10 étapes est vraiment une construction artificielle. C'est vrai qu'après, quand tu regardes que 10 étapes, quand tu vas pas en profondeur, tu te dis, bon, c'est assez artificiel. En réalité, chaque étape se divise en beaucoup de mini-progressions potentielles, chacun consistant en variations techniques légèrement différentes. J'appelle ces étapes-là les étapes cachées. Ouais, en anglais, en fait, ça s'appelle hidden step. Mais en français, ça va se retrouver en fait tout en bas dans la partie perfectionner votre technique. J'appelle ces étapes cachées j'appelle ces étapes les étapes cachées et elles sont une partie importante pour progresser à peu près pour toujours. Dans CC, je fais CC pour que ça soit plus vite, hein, Conduit Conditioning, l'entraînement des détenus, donc CC c'est ça. Dans CC, j'en ai décrit beaucoup, mais pas tous. Vous les trouverez dans la partie pour perfectionner votre technique. Donc oui, si tu relis bien le livre, tu verras vraiment à la fin, il te décrit quelques manières de rendre l'exercice un peu plus difficile et de manière avant de passer à l'étape d'après en fait. Mais là, je trouve qu'il rentre encore plus dans le détail et comme il dit, tu peux avoir des micro-ajustements, mais au millimètre, pour vraiment rendre un exercice plus difficile sans limite tu t'en rends compte en fait. C'est vraiment intéressant. Donc, je crois que c'est fini pour cette première page. Alors là, on est toujours sur la même question. Alors, pourquoi avoir fait 10 étapes ? 10 est un nombre magique. Nous avons un système de nombres décimales. Les gens ont 10 doigts, 10 orteils. Si j'aurais voulu, j'aurais pu garder le contenu du livre identique et utiliser seulement 8 étapes, ou encore 12, ou même 20. Peu importe combien de progressions vous aurez besoin, vous les trouverez dans le livre. En gros, il faut vraiment que tu ailles en profondeur, et même tes progressions, tu peux les inventer par toi-même. Comme il dit, c'est des étapes cachées, donc tu les vois pas, on dit. Mais faut après un moment que tu aies un peu du jote et que tu essaies de réfléchir par toi-même, et les trouver. Alors, on passe à la question suivante. Combien de temps avant que je puisse passer à l'étape suivante ? Ça aussi, c'est une question que beaucoup de débutants demandent. Ils veulent savoir, ils veulent faire les choses vite, ils veulent progresser très vite et augmenter le plus rapidement dans les étapes. Histoire souvent de passer aux exercices les plus badass. Donc, alors, sur 9 mecs que j'entraîne, sur 10 mecs que j'entraîne, 9 me posent la mauvaise question. Combien de temps avant de passer à l'étape suivante ? Évitez cette attitude. Essayez d'être celui-là, un de ces élèves rares qui pose la bonne question. Combien de temps puis-je continuer à travailler sur l'étape que je fais déjà et continuer à en tirer encore quelque chose ? Ça, c'est intéressant. C'est vraiment une vision que personne n'a, quoi. Clairement, personne va poser cette question. Je sais même pas s'il l'a pas inventé, cet élève, tu vois. Tu veux tellement tout le temps aller de l'avant, tellement aller progresser que la seule façon de voir tes progrès, c'est que par l'exécution d'exercices plus difficiles, plus ardus. Là, au contraire, il te dit, savoure là où t'es, savoure l'exercice dans lequel tu es, comme un bon vin, et essaie vraiment de tirer tout le maximum, tout le gain possible de cet exercice. Peu importe comment, essaie de le rendre plus difficile, mais toujours en restant à cette même étape précédente. Rappelez-vous, monter une étape ne renforce pas la force. Alors, je ne sais pas si c'est français pur, mais tu m'excuseras, je pense que tu comprendras le sens. Hein. Cela démontre juste la force. La force que vous avez construite en vous faufilant et en travaillant dur sur les premières étapes. Les exercices antérieurs sont la clé du succès dans les étapes ultérieures. Ils ne sont pas des ennemis, pas quelque chose à précipiter. Il faut prendre son temps avec les étapes d'avant, les premières étapes. Prenez votre temps à chaque étape. Ne soyez pas pressés, ralentissez et obtenez tout ce que vous pouvez de vos exercices. Profitez-en. Maîtrisez-les de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça me fait penser la notion dont je t'avais parlé de la technique externe et technique interne. Je t'en renvoie, c'était un podcast intéressant. Quand vous pouvez dire que vous avez cela, honnêtement, et que vous pouvez répondre à la demande de progression pour chaque exercice en utilisant la forme du manuel, alors il est probablement temps de passer à l'étape suivante. Malheureusement, il est impossible de traduire ce type d'approche. Il est inutile de traduire ce type d'approche en une limite de temps, telle que 1 mois par étape. Pour certains athlètes, passer à moitié sur les premières étapes peut représenter un surinvestissement, surtout s'ils sont trop balèzes et
ils sont en train de brasser de l'air en fait. Surtout si elles proviennent déjà du monde du poids de corps, surtout si les gars ils ont déjà fait du poids de corps. C'est clair que passer 2 mois à faire des pompes sur le mur, je pense pas que ça va les aider grandement. En plus de ça, vous vous rapprochez de votre potentiel ultime. Plus vous vous rapprochez de votre potentiel ultime, ton niveau de force on va dire maximal, plus il est difficile de devenir plus fort. Plus vous progressez dans les étapes, et plus de temps il faut atteindre, plus de temps il faut y passer pour atteindre la norme de progression. Ça je pense que tu as dû t'en rendre compte. Plus tu passes de temps sur un exercice, et plus en fait plus l'exercice est difficile et moins vite tu progresses. Tu mets vraiment du temps à rajouter un nombre de répétitions, à améliorer les petits détails. C'est comme le gars qui commence à soulever 200 kg au développé couché. Il va pas faire de si vite progrès que quand il commençait tout juste à soulever la barre. Ça va vraiment mettre des mois avant de pouvoir rajouter un disque sur la barre. C'est le même principe ici. Donc en plus de ça, plus vous vous rapprochez de votre potentiel ultime, plus il est difficile de devenir plus fort, plus vous progressez dans les étapes, et il vous faut du temps pour atteindre la norme de progression. Cet accent sur le progrès lent, le fait de vraiment rester sur chercher à faire des progrès mais en lenteur, comme on a dit auparavant, est particulièrement important lorsque vous vous approchez des étapes les plus hard. Oui, 3. Les étapes maîtresses comme les pompes prison, donc les pompes prison, je pense qu'ils parlent des pompes à un bras, jambes serrées, et les pompes un handstand à un bras. Des gars ont bien passé 2 mois à travailler à l'amélioration d'une petite nuance comme la position de la main, la vitesse, l'effet de levier. Ils pourraient le faire de nombreuses fois avant de passer à l'étape suivante. C'est clair qu'avant de chercher à augmenter la difficulté de l'exercice quand tu arrives aux pompes à un bras, je pense qu'il faut d'abord que tu te concentres à l'amélioration technique et à faire, comme il dit, des micro-ajustements au niveau de ton corps. Tu verras que souvent si tu te filmes quand tu commences ces premières étapes, tu as vraiment une forme dégueulasse. Donc c'est plus intéressant de chercher à perfectionner ça avant de tout de suite chercher encore à complexifier l'exercice. Lorsque vous vous impliquez dans l'entraînement au poids de corps, il est très facile de commencer à penser au nombre. Pensez au nombre de reps comme toujours. Vous devenez obsédé à atteindre la norme de progression et à passer à une autre étape. Mais votre corps ne comprend pas les nombres. Peu importe, si vous montez d'une étape, tout ce qu'il comprend c'est l'effort. Si en mettant l'accent sur le tempo, le contrôle, la cadence, vous pouvez rendre une étape précédente plus dure, c'est exactement ce que vous devez faire. Donc en gros, il te conseille, au lieu de choisir à augmenter ton nombre de répétitions, au lieu de chercher à augmenter, à passer directement à l'étape suivante, il préfère à la limite que tu restes sur l'étape précédente et que tu arrives à la rendre plus difficile. Si tu arrives à trouver comment la rendre plus difficile, peu importe comment, par la cadence, peut-être par le tempo, par un temps de pause, etc., il dit mieux vaut faire ça, mieux vaut passer son temps sur l'étape précédente à travailler sur le côté plus difficile plutôt que tout de suite chercher l'étape suivante. Ces étapes ultérieures, les étapes d'après, ne vous mèneront nulle part. Et plus la croissance et la force que vous pouvez tirer des premières étapes sont faciles, plus les étapes ultérieures seront faciles. C'est ça qui est intéressant. Plus tu travailles sur la base, plus tu deviens fort sur la base, plus tu deviendras fort sur les étapes d'après, sur les exercices vraiment élite, on va appeler ça comme ça. C'est ce que je veux dire quand je parle de mettre de la force à la banque. On en a parlé de la force à la banque, mettre de la force à la banque. Je t'y renvoie à cette vidéo. Alors, question suivante. Combien de temps ça va mettre avant d'atteindre l'étape maîtresse? On est encore sur cette question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû lui poser cette question. Alors, lui il te répond directement par ça. Combien de temps cela te prendra pour obtenir 200 kg au développé couché? Combien de temps cela te prendra-t-il pour avoir 5% de matière grasse? Combien de temps te prendra-t-il pour écrire un grand roman américain? On me pose tout le temps ce genre de questions et j'aimerais vraiment pouvoir donner une réponse aux gens. Mais atteindre un objectif niveau élite dépend d'énormément de facteurs. Alors, il te donne différents types de facteurs. Ça peut dépendre de votre ratio de fibres musculaires, de vos niveaux d'hormones, de la longueur de vos membres, de la ration des fibres. J'ai pas compris cette expression, ration de fibres, mais je te l'ai dit quand même.
les facteurs génétiques, de la nutrition, de la récupération, du mode de vie, qui jouent un grand rôle et diffèrent d'un individu à un autre. En réalité, vous ne pouvez même pas dire jusqu'où quelqu'un va progresser quand vous les entraînez. Un mec avec une génétique de merde, mais une tonne de force mentale, ira plus loin que le mec avec tout le potentiel du monde, mais qui s'entraîne tous les soirs à boire de la bière et à fumer de l'herbe. Le seul objectif devrait être à la portée. Le seul objectif que vous devriez avoir devrait être le focus, le progrès. Être focus sur le progrès. Tant que vous progressez, vous mettez de l'argent à la banque. Donc en gros c'est ça. C'est au lieu de se focus, de chercher dans combien de temps vais-je devenir riche, dans combien de temps vais-je devenir Arnold Schwarzenegger, tu vois, au lieu de se poser ces questions-là, ce serait plus de rester dans l'instant présent et chercher comme atteindre des mini-objectifs. Des mini-objectifs mesurables dans le temps, comme par exemple un sous-objectif, rajouter une répétition à tes pompes. Mettre plus de tension dans ton dos. Tu vois, ça c'est des objectifs qui peuvent être faits quotidiennement, jour après jour. Et ça c'est beaucoup plus mesurable. Certes, sur le court terme, t'as l'impression d'avancer d'un millimètre, mais au moins t'avances. C'est juste ça l'essentiel. Donc le progrès devrait être la priorité. Ensuite, question d'après. Dans l'entraînement des détenus, vous recommandez un tempo de 2-1-2. Donc 2-1-2, je rappelle, 2 secondes pour la phase positive, je prends l'exemple de la pompe, la montée, 1 seconde, la descente, je parle quand on commence la pompe, on commence par la négative, donc 2 secondes la descente, 1, 2, en bas de position on maintient 1 seconde, et pour la phase positive, la remontée, on repart sur 2 secondes, 1, 2. Alors, est-ce que cette vitesse est inscrite dans la pierre? En gros, est-ce qu'on est obligé de suivre absolument ce tempo pour toutes les étapes, et est-ce qu'on peut pas y déroger? Alors, je suis un fervent croyant au fait que les athlètes qui commencent la calisthénie devraient toujours appliquer une cadence régulière et lente. Il est préférable de commencer lentement plutôt que de bouger trop vite. Enfin, de bouger, c'est pas le bon mot, mais bon, de faire le mouvement trop vite. Je conseille à tous mes élèves de viser le tempo du 2-1-2. Les athlètes devraient essayer de garder cette cadence dans tous les mouvements, au moins jusqu'à qu'ils atteignent l'étape 5. Donc l'étape 5 de tous les mouvements, tu dois absolument, selon lui, suivre le 2-1-2. Il te conseille vivement de suivre cette cadence-là. Et après, donc, on va voir ce qu'on fait une fois atteint l'étape 5. Alors, pourquoi travailler ce tempo? Travailler ce tempo offre beaucoup d'avantages. Déjà, il permet de protéger les articulations. Je ne dis pas que les mouvements rapides sont mauvais pour vous, et c'est juste que des articulations fortes peuvent mieux gérer les contractions explosives. Des mouvements réguliers et plus lents aident à garder un contrôle et une coordination, ainsi qu'à renforcer le lien mind-muscle. C'est vrai que ça, on te le dit dans beaucoup de bouquins, que le mouvement lent t'aide vraiment à te connecter, à vraiment te concentrer et à vraiment te concentrer sur les sensations de contraction de tes muscles. Ironiquement, démarrer lentement vous aide aussi à devenir plus fort et plus gros plus vite. Comme tout bon bodybuilder vous le dira, si l'élan est en train de faire le travail, vos muscles ne le font pas. En allant plus lentement, on est sûr de vraiment mettre la charge sur vos muscles et non les articulations. En plus de ça, le fait d'utiliser un tempo lent rend les étapes précédentes plus difficiles. Qu'est-ce qui est plus difficile selon vous? 10 étapes en 20 secondes, 10 pompes en 20 secondes ou 10 pompes en 1 minute? Mais vous n'avez pas besoin de rester à la vitesse lente pour toujours. Après l'étape 5, vous pouvez aller un peu plus vite. Plus vous progressez dans les étapes suivantes, je reprends. Vous pouvez aller un peu plus vite après l'étape simple. Et plus vous progressez dans les étapes suivantes. À condition d'être cohérent dans les entraînements. Ce n'est pas bon d'utiliser l'élan pour gagner quelques reps et penser que c'est une amélioration. Mais n'ayez pas peur d'une augmentation de la vitesse. À vrai dire, maintenant, maintenir ce tempo sur des étapes plus difficiles est quasiment impossible. Et une fois atteint ces niveaux-là, utiliser des techniques moins parfaites est possible aussi. Donc, je traduis ça. En gros, à partir de l'étape 5, tu
tu peux augmenter tranquillement le tempo, aller un peu plus vite, mais ça ne veut pas dire que c'est bon, tu peux partir sur de l'élan. Il faut toujours avoir le contrôle musculaire le plus pur possible. Tu peux l'avoir tout simplement, même avec un tempo un peu plus rapide. En plus de ça, sur les étapes les plus dures, comme les pompes à un bras, etc., c'est vraiment hard d'avoir le tempo le plus lent possible, du moins au début. Et même, il te dit que même tu peux avoir une technique un peu plus... tu peux par exemple commencer un peu à kipper pour te sortir de la position d'inertie, on va dire, sur la traction à un bras, kipper un peu pour t'aider à plier un peu plus ton bras et finir le mouvement. Et totalement tolérable, tu vois, donc il n'est pas non plus un nazi, comme il dit. Donc c'est intéressant. On a bientôt fini. Alors, je crois que c'est la dernière question pour la vidéo. J'ai lu que l'entraînement des détenus est seulement bon pour les débutants. C'est vrai? Alors, réponse de Wade, bullshit. Plusieurs personnes m'ont dit que l'entraînement des détenus n'est bon que pour les débutants, ou les noobs sans forme. Sans physique, ou les mecs qui n'ont pas fait de muscu, quoi, de sport. Les individus qui disent ça ont inévitablement essayé le début des étapes, puis abandonné avant de vraiment devenir fort. On m'a beaucoup critiqué sur le fait d'avoir ajouté des pompes sur le mur aux progressions. Je ne comprends pas pourquoi. C'est comme remettre une barre olympique à vide à un novice. C'est utile pour commencer à apprendre la forme et obtenir un conditionnement de base. Mais vous n'êtes pas destiné à travailler avec ça pour toujours. Vous ajoutez des poids à cette barre lorsque vous gagnez en force. Donc c'est ça en fait. Les mecs en gros l'ont critiqué parce qu'il a rajouté des exercices extrêmement faciles. Mais lui, il l'a vu, il l'a interprété, il a voulu mettre ces exercices-là comme il le voyait. Un mec qui commence à faire de l'haltérophilie ou même du squat, il veut faire du squat, je dirais que pour commencer le squat, je commencerai sans barre, mais on va dire l'haltérophilie. Le mec qui veut commencer l'haltérophilie, il va commencer barre à vide. Il va pas commencer à mettre des poids. Et c'est tout à fait logique. La barre pèse presque rien. C'est facile pour lui, mais c'est histoire d'avoir un bon conditionnement et une bonne forme technique. Donc il voit pas pourquoi au poids de corps ça serait pas la même. Il voit pas pourquoi on l'a critiqué sur ce point-là. Je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit quand même. Arrivé à l'étape où vous pouvez faire 5 pompes à un bras, pied serré, 5 tractions à un bras, 10 pompes en handstand, 20 squats à une jambe, 20 leg rises strict, relevé de jambes strict, et 10 ponts debout, et revenez me dire que vous n'êtes pas fort et que l'entraînement des détenus n'est que pour les débutants. Ça c'est intéressant. J'avoue que le gars qui dit ça, après avoir fait ça, bon, je fermerai ma gueule, mais ouais, là, faut quand même y arriver. Dernière question, elle est très courte. Je commence à vraiment m'investir dans l'entraînement des détenus, et je veux vraiment amener ma formation au poids de corps à un autre level. Que devrais-je faire? Alors, la réponse la plus rapide de Wade, on m'a souvent posé cette question, et je réponds toujours la même chose. Allez acheter Le Guerrier Nu de Pavel Tsatsouline. Tu vois, c'est le livre que souvent dont je te parle. Un excellent bouquin qui traite vraiment un peu plus en profondeur. Moins concentré sur les exercices parce qu'il expose que 2 exercices, mais on va vraiment au fin fond du mouvement, quoi. C'est un peu plus poussé. Donc j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura intéressé. On continuera les questions parce qu'il y en a encore plein, sur plein de thèmes. Dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à me dire s'il y a des trucs à améliorer sur par exemple ma façon de lire et des trucs comme ça, si pas que ça te fait chier, mais voilà quoi, ça te gêne. Tu me dis ça en commentaire, n'hésite pas. Si t'as des choses que t'as pas compris et tout, tu me le dis aussi, histoire que je m'améliore et que je te réponde également. Et bah je te dis à la prochaine pour la suite de la FAQ sans doute. Si ça te plaît, bah fais-le moi savoir, si tu veux en avoir d'autres, n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à la prochaine. Ciao.